Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'observation détaillée inédite de James Webb lors de l'explosion d'une étoile. On parlera évidemment du lancement réussi de Blue Origin et les conséquences que ça a, avant de faire un petit récapitulatif de la vie du télescope Gaia qui a rendu l'âme et qui nous a fait parvenir ces dernières données il y a quelques jours. Et on finira par discuter des dernières images exceptionnelles prises par la sonde Bepi-Colombo à la surface de Mercure, révélant les endroits les plus froids de notre système solaire. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. La semaine dernière, vous étiez environ 66% à ne pas être abonné à la chaîne. Cette chaîne d'ailleurs qui compte de plus en plus de membres, merci énormément pour ça. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Alors je le rappelle, c'est un abonnement payant que vous pouvez prendre pour soutenir la chaîne et bénéficier d'avantages exclusifs comme avoir accès aux vidéos en avance ou participer au choix des sujets des prochaines vidéos. Sur ce, commençons. On vient d'observer l'onde de choc d'une étoile qui a explosé. Quand une étoile meurt, son noyau s'effondre et une onde de choc d'une puissance inimaginable fait éclater l'étoile. Cette explosion libère une impulsion de lumière et de rayonnement énergétique qui se propage à travers l'espace, interagissant avec tout ce qu'elle rencontre sur leur chemin. Cette explosion, c'est ce qu'on appelle une supernova. Pendant un court instant, elle peut briller aussi intensément qu'une galaxie entière. Et son impact ne s'arrête pas là. Les éléments qu'elle libère enrichissent l'univers en matière nouvelle, participant à la formation des étoiles et des planètes futures. Regardez cette photo. Ici, l'onde de choc est représentée sous forme de couches, un peu comme un oignon. Chaque couche correspond à une zone où la matière interstellaire est chauffée par l'impulsion lumineuse qui l'atteint. Et ce qui est totalement fou, c'est que c'est la première fois qu'on peut voir aussi bien à quoi ressemble cette onde. Alors avant, on savait que ces échos lumineux existaient, mais jamais avec autant de précision. Et c'est évidemment le télescope James Webb qui a réussi cet exploit en détectant la lumière infrarouge réémise par la poussière interstellaire après avoir été éclairée par l'onde de choc. Chaque filament visible représente des structures minuscules. Enfin minuscules à l'échelle de l'univers évidemment, puisque ces structures mesurent quand même près de 50 000 millions de kilomètres. Ce sont des sortes de feuillets denses de matière qui n'avaient jamais été observées de cette manière auparavant. Cette onde de choc, c'est la lumière qui passe à travers les amas de poussière autour de l'étoile. En frappant ces régions denses, elle les réchauffe, les illumine et les fait briller. Et ce phénomène est très rare. Il nécessite une explosion de supernova d'un type très particulier, avec une impulsion lumineuse suffisamment intense pour que son écho puisse être observé. Alors là on parle d'échos lumineux infrarouges et ils sont très peu fréquents dans l'univers. Et c'est une véritable prouesse du télescope James Webb de pouvoir observer ça. Il révèle une partie de l'univers qui nous était jusqu'ici invisible, permettant d'explorer des détails à une échelle que l'on n'imaginait même pas. Alors en fait, les astronomes comparent cette découverte à un scanner cosmique de l'univers. Pour la première fois, on a réussi à cartographier la structure du milieu interstellaire, donc la matière qui se trouve entre les objets de l'univers. Ces observations montrent que cette matière n'est pas uniforme, mais représente des motifs complexes influencés par les champs magnétiques et les vents stellaires. Les scientifiques vont maintenant tenter de suivre l'évolution de cet écho, semaine après semaine, pour mieux comprendre comment il interagit avec son environnement. Et en observant ces changements, ils pourraient en apprendre davantage sur la nature de la poussière interstellaire et sur les processus physiques qui régissent ces régions. Donc, affaire à suivre. Maintenant, si vous le permettez, on va parler de Blue Origin. C'est officiel, Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, a fait un exploit monumental pour le premier vol test de sa fusée. Après plusieurs lancements reportés, la fusée New Glenn a enfin décollé le 16 janvier à 8h03 et ce vol a été une vraie réussite. Alors à la base, le lancement était prévu pour décembre 2024, mais finalement, il a eu lieu un peu plus tard. Mais il a marqué les esprits. Avec une fusée de 98 mètres de haut, 7 moteurs et un poids de 1300 tonnes, Jeff Bezos a franchi une étape clé de sa course à l'espace. En seulement 12 minutes et demie, son objectif principal était atteint, et ce, du premier coup. We got to orbit safely. Congratulations, Blue Origin. What a day. ECR team down in Huntsville. Le deuxième étage de la fusée a atteint l'orbite terrestre sans problème.
Mais bien sûr, comme on peut s'y attendre, pour toute mission de cette envergure, il y a eu quelques complications. Si le deuxième étage de la fusée a réalisé son objectif sans problème, le premier a eu plus de difficultés. Coming for a nice, soft and vertical landing onto the landing. En fait, le premier étage réutilisable de la fusée devait atterrir sur une barge dans l'océan Atlantique après s'être séparé du deuxième étage. Mais il n'a pas réussi à le faire. Mais soyons honnêtes, cette tentative était audacieuse, mais les chances de réussir du premier coup étaient minimes. Et cet échec n'a pas réussi à gâcher la joie du patron d'Amazon, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans cette fusée. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Eh bien parce que Jeff Bezos a un projet ambitieux. Créer sa propre constellation de satellites via son projet Kuiper. Et par la même occasion, concurrencer la société spatiale SpaceX dans les lancements de satellites. Et si tout se passe comme prévu, 2026 marquera un tournant pour la société qui a prévu près de 24 lancements par an. Après cette réussite, une chose est sûre, Blue Origin prépare déjà la suite. Et malheureusement, c'est la fin du télescope Gaia à plus de 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le satellite Gaia vient de nous envoyer ses dernières données. C'est la fin d'une décennie d'observations incroyables qui ont complètement changé notre regard sur notre galaxie. Et pour l'occasion, je vous ai préparé un petit récapitulatif de cette mission emblématique de l'ESA. C'est parti. Vous êtes prêts? Let's go. Lancée le 19 décembre 2013, Gaia avait un objectif colossal. Cartographier en 3D plus d'1 milliard d'objets de notre galaxie avec une précision jamais vue. Et il l'a fait avec brio. Pendant 11 ans, ce télescope a observé plus de 1,8 milliard d'étoiles. Oui, j'ai bien dit 1,8 milliard. Alors, quelles sont ses plus grandes découvertes? Alors accrochez-vous parce que vous n'allez pas être déçus. Si je vous parle de Sagittarius à étoiles, peut-être que vous pensez sûrement au trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Eh bien Gaia a fait une découverte absolument stupéfiante. En fait, il a trouvé le deuxième trou noir le plus massif de la Voie lactée après Sagittarius à étoiles, qui se situe à près de 2000 années-lumière de nous. Il s'agit de Gaia BH3, qui fait près de 33 fois la masse de notre Soleil. Pour un trou noir qui n'est pas un trou noir supermassif, c'est énorme. Mais attends, c'est pas fini. Ce télescope emblématique a réussi à calculer l'orbite de plus de 150 000 astéroïdes, dont 350 avec des possibles lunes. Mais le clou du spectacle, c'est bien sûr sa carte 3D de la Voie lactée. Une carte d'une précision jamais vue auparavant. Un exploit qu'aucun des télescopes précédents n'avait réussi à faire. Mais bon, même si cette mission prend fin, on n'en a pas tout à fait terminé avec Gaia. Parce que oui, il va encore falloir analyser toutes les données qu'il a collectées. Et ça peut prendre des années encore. Les derniers catalogues arriveront vers 2026 et 2030. Et croyez-moi, on n'est pas au bout de nos surprises. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lui dire au revoir avant qu'il parte vers une nouvelle orbite, il y a une occasion en or. Et Gaia va devenir très brillant dans les prochains jours et il sera visible avec un télescope amateur. Donc, si vous en avez un, ça serait dommage de manquer ça. Et enfin maintenant parlons des dernières images prises par Bepi Colombo. On vient de recevoir des photos inédites de la surface de Mercure et croyez-moi, elles sont juste incroyables. Le 8 janvier, la sonde Bepi Colombo est passée à seulement 295 km de la surface de Mercure. C'est super proche et elle en a profité pour capturer des images de zones emblématiques de la planète. Regardez ça, ce cratère, c'est ce qu'on pense être l'un des endroits les plus froids du système solaire. Mais vous allez me dire que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Eh bien, vous avez totalement raison, mais il y a un petit détail à savoir sur cette planète. En fait, Mercure n'a quasiment pas d'inclinaison, donc ça veut dire que son pôle nord ne voit presque jamais la lumière du Soleil. Et vous l'avez deviné, ce cratère se trouve au pôle nord. Comme les bords des cratères projettent une ombre permanente sur le fond du cratère, eh bien, il y fait froid. Très froid, et je vous parle là d'une température d'environ moins 180 degrés Celsius. Mais Bepi Colombo n'est pas restée qu'au pôle nord de Mercure. Elle a aussi survolé Borealis Planitia, la plus grande plaine volcanique de Mercure. Et ça, c'est un endroit qui retrace l'histoire de la planète puisqu'elle a été formée il y a plus de 3,7 milliards d'années quand une éruption de lave a inondé les cratères. Mais évidemment, ce n'est pas son premier survol de Mercure. C'est même la 6e fois qu'elle passe ici, mais cette fois-ci, c'est la dernière. En fait, Bepi Colombo se sert de l'attraction gravitationnelle de la planète pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire dans l'espace avant sa mission finale. En 2026, la sonde sera enfin prête à commencer sa mission.
lâcher 2 sondes pour explorer la composition et la structure interne de Mercure. Et là, on risque d'être encore surpris. C'est la fin de ce récapitulatif de l'actualité, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Merci aux membres qui rejoignent la chaîne, merci à vous si vous êtes abonné. Si vous souhaitez voir le dernier récap de l'actualité spatiale, c'est juste ici. Et sinon, si ça vous intéresse, j'ai dernièrement sorti une vidéo sur les astéroïdes et les dangers qu'ils représentent. Elle se trouve juste ici. Et sinon, on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo. C'était Zerolos, à samedi.